Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vois des beaux sourires. Bonjour, bienvenue à cette foire aux questions. En fait, c'est la dernière foire aux questions de la Fête des semences de Montréal. En fait, c'est organisé par Cultiver Montréal et présenté par Espace pour la vie. Mon nom est Julie, je vais être votre animatrice pour cette dernière foire aux questions pour nos habitués qui nous suivent depuis le début. On va être ensemble pour 1 heure, 1h30 environ, au moins 1h30. Les foires aux questions virtuelles ont été imaginées dans le but de reproduire les rencontres puis les échanges qu'on aurait eus en personne, au kiosque. Donc, c'est l'occasion de faire connaissance puis de poser toutes vos questions. On a des invités vraiment super là, pour notre dernière foire aux questions. Je tiens à souligner le travail d'adaptation de tout le monde, encore une fois, tant au niveau de l'organisation que de la participation, parce qu'on sait que s'adapter à une nouvelle situation, ça demande un petit effort. Alors, je vous remercie à tous et chacun d'être présents puis d'avoir répondu à l'appel. Quelques détails techniques. Cette foire aux questions, comme tous les autres événements, sont filmés et vont être rediffusés. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, je vous demanderai d'éteindre votre caméra maintenant. Vous allez pouvoir poser des questions à la suite des présentations. Pour poser des questions, vous avez deux options. Soit vous levez la main. Pour lever la main, là, il y en a qui sont rendus habitués, donc je vais y aller rapidement. Là. Il y a la démarche un peu plus en détail dans le chat, mais vous pouvez cliquer au bas de votre fenêtre sur Réaction. Puis c'est à ce moment-là que vous allez voir, vous avez plusieurs options. Là. Vous pouvez envoyer des confettis, des cœurs. Vous pouvez aussi lever votre main. Lorsque vous levez la main, je vais nommer votre nom. Vous avez juste à réactiver votre micro pour pouvoir poser de vive voix votre question aux intervenants. Si vous préférez, vous pouvez poser aussi les questions dans le chat. Je les prends en ordre d'arrivée. On va essayer de répondre le plus possible. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. À ce moment-là, on mettra les adresses courriels de nos intervenants dans le chat. Vous pourrez les contacter par la suite si on n'a pas eu le temps de répondre aux questions. On va aussi mettre dans le chat un formulaire d'appréciation. On vous demanderait, s'il vous plaît, de participer pour vous donner. On veut avoir vos commentaires là, par rapport à cet événement-là virtuel. En participant, vous courez la chance de gagner deux paquets cadeaux, gracieuseté de la boutique du Jardin botanique et des laissez-passer pour entrer au jardin. Donc, participez en grand nombre. Et puis, sans plus tarder, je vais vous présenter mes trois invités. On va les saluer. J'ai Martin Boisvert de Néoterra. Salut Julie. Bonjour Martin, ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, merci. On a aussi Francis Cardinal, qui est chargé du programme Mon Jardin pour Espace pour la vie. Allô, Francis? Est-ce que tu nous entends, mais nous, on ne t'entend pas? Je pense avoir activé mon son. Salut Yay! Julie. Allô, Salut Francis? Martin. Je suis avec vous. Parfait, excellent. On a aussi Geoffroy Renaud-Grignon de Champignons Maison. Bonjour, Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ben oui. Alors, je vous explique un petit peu maintenant comment on va procéder. C'est pas très compliqué, hein? C'est le même principe que les dernières foires aux questions. Chaque intervenant va nous présenter un petit peu son expertise, son métier, les points forts de son travail. Puis ensuite, à la fin des 3 présentations, on va passer à la foire aux questions. C'est là, c'est le moment où vous posez vos questions, puis on y répond avec grand plaisir. Alors, laissez-moi on va commencer avec Francis Cardinal, qui est chargé du programme Mon Jardin, Espace pour la vie. Il nous a partagé un petit peu plus tôt qu'on lui a demandé c'était quoi son moment préféré dans sa semaine de travail. Puis il nous a dit, en fait, que dans ces temps-ci, là, où est-ce qu'on est tous un peu plus isolés, ses moments préférés à lui, là, c'est les rencontres d'équipe. Il y a plein de bonnes idées qui ressortent grâce à la participation de tous et chacun. En fait, ce qu'il aime, c'est collaborer, co-créer, puiser dans l'intelligence collective. Fait que je pense qu'aujourd'hui, Francis, on va vraiment être dans le même ordre d'idées. Il va y avoir plein de gens qui vont discuter avec toi. Espérons que tu vas avoir des nouvelles énergies, des nouvelles idées après cette rencontre. Je te laisse la parole. J'espère bien. Merci Julie. Là, j'ai déjà entamé le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez? On le voit. On a des magnifiques échinacées. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Francis Cardinal. Et je suis en charge depuis peu de temps du programme Mon Jardin, Espace pour la vie. Donc, le programme Mon Jardin,
vise à encourager les gens à végétaliser un balcon, une terrasse, un mur, créer un jardin ou un potager, parce que c'est plusieurs moyens qui nous permettent de se rapprocher de la nature. Espace pour la vie vise à rapprocher les gens de la nature. Alors, mon jardin vise à rapprocher les gens de la nature via le jardinage. Donc, c'est l'occasion de poser un geste concret pour préserver la biodiversité et favoriser une foule de pollinisateurs. Le programme Mon Jardin offre une certification qui maintenant est en train de se propager à travers le Québec. Nous avons maintenant 946 jardins qui sont certifiés à travers le Québec. Nous avons même créé une certification propre à la Ville de Québec, du moins avec un label, si je peux me permettre, pour éviter tout conflit d'intérêts. Puis, on en a dans le coin de Sept-Îles, pas très loin du Nouveau-Brunswick. Un jour, peut-être, nous en aurons sur d'autres continents, qui sait. Donc, le programme Mon Jardin, ce n'est pas juste une certification. C'est aussi de la production de contenu à la fine pointe de la grelinette. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire des petits jeux de mots pour ceux qui connaissent la grelinette. Donc, nous avons une infolettre qui est rédigée environ 5 fois par année pour apporter des conseils, rediriger les lecteurs vers du contenu qui pourra les aiguiller au fil de la saison. Évidemment, c'est fait en fonction des choses qui sont à faire en fonction de la période de jardinage. C'est-à-dire qu'en plein été, cet été, je planifie de parler de l'utilisation de l'eau quand nous aurons des canicules, par exemple. Là, ce que vous voyez, c'était un blog qui a été rédigé sur les feuilles mortes. Évidemment, à l'automne, on se demande tous quoi faire avec nos feuilles mortes. Vous irez voir le blog. Il y a plein de choses à faire avec les feuilles mortes. Donc, il y a une infolette, mais il y a aussi des blogs qui sont rédigés. Donc, si vous avez des idées, vous me les enverrez. Les 4 certifications qu'on a, nous avons une certification Jardin pour la biodiversité. On a aussi Oasis pour les monarques, Jardin nourricier et Jardin pour les oiseaux. Et chacune de ces certifications-là a des critères. Entre autres, vous le devinerez que le Jardin pour les monarques demande à ce que de l'asclépiade soit planté. Pour les oiseaux, on recommande aux gens, par exemple, d'avoir de la nourriture qui est disponible pendant l'hiver pour les oiseaux, souvent, par exemple, avec des arbres fruitiers qui conservent leurs fruits pendant l'hiver. Le jardin nourricier a un accent qui est fait sur la production de nourriture. Et là, voici notre certification, qui est une petite plaque que les jardins certifiés peuvent afficher fièrement. Une fois que les gens sont certifiés, ils vont apparaître sur la galerie des jardinautes. Donc, ils ont une petite page qui leur est réservée. Et les gens sont très fiers. On a regardé les statistiques. On se demandait, est-ce que c'est nécessaire de garder la galerie des jardinautes? Et nous, avec nos techniciens informatiques, on a regardé s'il y avait beaucoup d'affluence sur ces pages-là. Et oui, il y avait beaucoup de visites. Alors, on a décidé de la conserver. Les gens peuvent afficher des photos de leur jardin. Alors, certifier son jardin, c'est devenir un acteur de changement. C'est l'occasion de poser un geste concret pour l'environnement. J'aime bien m'imaginer qu'à Montréal, tous les gens qui ont des cours, des balcons, des façades, des carrés d'arbres participeraient à ce mouvement-là. Imaginez Montréal qui est complètement bétonné deviendrait un corridor vert finalement. Alors, jardiner pour la biodiversité, c'est vraiment notre leitmotiv. Quelques principes. Bien, prendre soin de son sol naturellement et utiliser l'eau judicieusement. Et ça, je vais en faire mon objectif cette année parce que je reprends le programme des mains de quelqu'un qui a travaillé fort, qui était là depuis plusieurs années. Alors, je vais y ajouter ma petite touche personnelle, si je peux me permettre. Et je vais demander aux gens d'accepter de se remettre en question par rapport à nos idéaux d'esthétisme, entre autres, et nos habitudes qu'on avait. Et je vais demander aux gens de tolérer la biodiversité et surtout de la contrôler s'il faut avec des méthodes douces. Entre autres, en créant un buffet floral. Et participer au programme Mon Jardin, bien, pas besoin d'avoir un grand terrain. Hein, même un petit balcon peut convenir. On peut certifier des endroits qui sont publics, comme des jardins communautaires, des jardins collectifs.
Puis si on a la chance d'avoir un grand terrain aussi en région. Et sur ça, je vous remercie. Puis je vais prendre part à la foire aux questions un peu plus tard. Merci. Merci, Francis. On a hâte d'en savoir plus. On va te poser plein de questions. On continue avec Martin Boisvert de Néoterra, qui nous a confié que son moment préféré dans la journée, ce sont les soirées. Les soirées tranquilles, là, lorsque les enfants sont couchés, c'est plus tranquille. C'est à ce moment-là que l'inspiration puis l'intuition viennent tout naturellement à lui. Moi aussi, je dois vous dire que c'est mon moment préféré. Hein. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents ici qui adorent ce moment-là de la journée où finalement les enfants sont au repos. Donc, Martin Boisvert, je te cède la parole. Merci Julie. On est solidaires comme jeunes parents. Ça me fait plaisir d'être là. Moi, je m'appelle Martin Boisvert. J'ai une entreprise qui s'appelle Néoterra, par l'entremise de laquelle j'offre conférences, formations, ateliers scolaires, des conseils sur la garde de poules en particulier, mais en général sur la permaculture. Moi, ce qui me drive par rapport à cette activité-là, c'est de voir l'animal dans l'écosystème. Donc, de faire jouer des rôles à cet animal-là dans l'écosystème parce qu'on connaît bien le monde végétal, mais la poule est probablement un des animaux les plus faciles à intégrer dans une perspective écosystémique pour qu'elle puisse rendre plein de services écologiques, créer de l'abondance. Puis ça va être pas mal l'objet de la courte présentation que je vais vous faire à l'instant. Super. Évidemment, comme bénéfice que donnent les poules, bon, là, il y a les bons œufs frais. Si vous avez déjà eu la chance de goûter à des œufs produits chez vous, des œufs qu'on peut appeler des œufs fermiers, donc fraîchement produits dans une petite ferme locale, par exemple, mais vous savez probablement que ça n'a rien à voir avec les œufs qu'on va acheter dans le commerce, même les œufs biologiques. Pourquoi? Bien, il y a deux facteurs. Il y a la fraîcheur, parce que les œufs qu'on va acheter dans le commerce sont lavés et réfrigérés. C'est comme ça qu'on gère ça en Amérique du Nord, alors qu'en Europe, on ne les lave pas, on les achète température pièce parce que l'œuf est naturellement protégé. Donc, on peut acheter des œufs même bio dans le commerce qui ont 2-3 semaines. Ils sont encore comestibles, ils sont bons à manger, mais ça n'a rien à voir avec la fraîcheur des œufs que vous allez ramasser chez vous. Puis deuxième chose, plus on va offrir une diversité alimentaire à nos poules, parce que la poule est omnivore, je vais revenir là-dessus, plus elle va pouvoir diversifier les nutriments et toutes les bonnes choses à mettre dans l'œuf. Autrement dit, si on donne juste de la moulée à nos poules, elle va être capable de mettre de la moulée dans les œufs, mais si on donne accès à nos restants de table, à de l'herbe, au sol, donc aux insectes, aux vers de terre, aux petites souris qui passent, il y a plein d'affaires qu'elle va se faire un plaisir de manger, bien, ça donne des œufs de meilleure qualité, si on veut. Mais il y a plein de choses, comme je disais d'entrée de jeu, plein de rôles qu'on peut faire jouer à nos poules. Des rôles qui, pour moi, sont comme naturels, puis que c'est nous, êtres humains, gardiens, gardiennes de poules, à les faire jouer, à leur permettre de jouer ces rôles-là en jouant l'entremetteur. Par exemple, bon, je vous ai dit tantôt, la poule est omnivore. Elle mange du végétal, oui, mais elle est très capable de manger de la viande. Elle a le bec légèrement recourbé comme un rapace, donc elle est capable de dépecer de la viande. Donc, imaginez si vous compostez déjà à la maison, vous savez que la viande ne devrait théoriquement pas se rendre dans votre composteur domestique parce que ça ne rencontre pas les conditions qui vont faire en sorte que ça va se composter de la bonne façon. On risque plus d'attirer des ravageurs, que se développent des asticots, donc qui s'avère un peu particulier. Mais là, si on fait transiter ça par le système digestif de la poule, bien, elle va produire des œufs et des déjections, donc de la fertilité, en contrepartie de ces restants de table-là. Puis, il y a des gains au niveau environnemental parce qu'au lieu d'envoyer ça au site d'enfouissement, au lieu d'enfouissement technique, qui est la façon d'éliminer nos déchets au Québec la plus courante, ça génère, bon, on a besoin des camions sur la route, ça génère de la pollution, gaspillage. La matière organique en absence d'oxygène enfouie va produire du méthane, donc gaz à effet de serre plus nocif que le CO2. Donc, il y a plein de gains à ce niveau-là là, à faire transiter la vaste majorité des restants de table par nos poules. Autre chose, on peut mettre en relation les poules avec l'herbe. Pour la plupart d'entre nous, on a au moins un petit lopin de terre avec de l'herbe.
Donc, on peut voir ça comme un pâturage. Donc, on peut mettre en relation les poules avec l'herbe. Elles sont capables de manger à peu près 20 de leur ration quotidienne en herbe. Elles vont manger l'herbe, donc c'est une surface qu'on n'aura probablement pas besoin de tondre. Avec un système comme celui-là, là, c'est une espèce de brouette, donc des roues d'un côté, des manchons de l'autre. Le gros de la masse est au niveau des roues, donc c'est somme toute assez facile à déplacer. Donc, je les déplace quotidiennement. Superficie comme ça peut accueillir facilement 3 poules. Et puis, diversité alimentaire, ça nous coûte moins cher de mouler. On a des œufs plus parce que diversité alimentaire, il y a. Seul petit bémol, c'est que les poules ont tendance à creuser le sol pour trouver de la nourriture, pour faire leur bain de poussière. Donc, si on veut garder un terrain bien plane, ce n'est pas l'idéal comme stratégie. Donc, c'est mieux de le savoir à l'avance. Si vous avez une plus grande superficie, je sais qu'on rejoint pas mal tout le monde au Québec en ce moment, puis peut-être même ailleurs. Si vous avez la chance d'avoir un grand terrain, on peut avoir aussi un poulailler mobile, mais dans ce cas-là, c'est la clôture qui n'est pas intégrée au poulailler. Dans ce cas-là, c'est un filet à volaille électrifié. Ça se vend en longueur d'à peu près 165 pieds, un 50 mètres. Donc, on a beaucoup de souplesse pour gérer les poules en pâturage. Mais ça demande de l'attention, c'est-à-dire qu'il faut, si on veut gérer les poules en pâturage, puis en même temps, ça enrichit le sol, hein, j'ai oublié de mentionner ça, l'herbe qui passe par le système digestif des poules. En fait, pour venir en avant, si on fait de l'herbicyclage, on va tondre la pelouse, on laisse les rognures en place, la matière organique va réintégrer le sol, mais l'azote, pour la plupart, va être oxydé, va se retourner dans l'air, qui est son cycle naturel. Mais si cette même herbe-là passe par le système digestif de la poule et la déjection est en contact avec la sol, on va être capable de mettre une bonne partie de l'azote dans le sol pour nourrir notre sol et nos plantes. Donc, c'est un avantage aussi à mettre les poules au pâturage. Comme extrant, je dirais, bon, il y a la fertilité, évidemment. Vous connaissez probablement le Actisol, qui sont des granules de fumier de poule déshydratées, donc mortes. Imaginez cette même puissance fertilisante fortement azotée, mais remplie de vie. C'est le gros avantage des déjections des poules. Une fois qu'elles sortent, dans le fond, elles sont pleines de vie. Hein? C'est ça, la vie nourrit la vie. Donc, on peut construire un tas de compost composé des déjections de nos poules avec leur litière, copeaux de bois, feuilles, paille, tout dépendant si on est à l'intérieur ou à l'extérieur du poulailler. Et puis, on va utiliser ça le plus possible pour construire son tas de compost pour ensuite mettre ça dans nos plates-bandes, jardins, aménagements. Donc, c'est intéressant avec les poules parce que ça nous permet de boucler une boucle de matière, c'est-à-dire on produit des légumes, mettons, dans notre potager, on mange ça, les rognures, les fans, mettons, les trucs qu'on ne va pas manger, on va donner ça à nos poules qui vont transformer en œufs et en fertilité. La fertilité, on va être capable de la composter. C'est ce que je recommande, dans le fond, faire passer ça par un processus de compostage avant de remettre ça dans le potager. Fait que vous voyez à ce moment-là qu'on est collé sur la nature dans ce cas-là. Donc, on maximise les gains et on limite complètement les impacts négatifs. Si on laisse les poules trop longtemps au même endroit, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont désherber. Elles vont passer à travers l'herbe pour se rendre sur le sol à nu. Mais ça peut être une stratégie qu'on utilise si on veut décoller une nouvelle superficie de potager, de plate-bande, de jardin. C'est-à-dire qu'on va les circonscrire dans l'espace. On veut transformer l'herbe en potager-jardin name-it, juste assez longtemps pour qu'elles passent à travers l'herbe. Donc, diversité alimentaire pour elles. Elles vont enrichir le sol de leur déjection, brasser ça un petit peu. Donc, c'est encore beaucoup mieux que de détourber, par exemple. Travail fastidieux, on perd une bonne partie de la couche de topsoil, donc là où se passe le miracle de la vie, le sol arable sur le dessus. On peut aussi utiliser des bâches, mais ça va prendre plus de temps. Avec les poules, on a essentiellement le même travail, mais de manière beaucoup plus rapide. Puis tous les gains avec les enfants pour la responsabilisation, les apprentissages, apprendre à prendre soin des animaux qui nous apprennent en même temps, à mon avis, à prendre soin de nous, le contact intime. Moi, mon garçon à droite s'appelle Tristan. Il y a des défis de développement, donc tout le volet aussi d'zoothérapie est super intéressant avec les animaux. Donc, il y a des beaux gains à faire de ce côté-là. Pour clore un petit peu ma présentation, avant de céder la parole à Geoffroy sur le sujet des champignons, moi, je donne des formations, conférences, comme je l'ai dit. J'ai développé en 2016 une formation complète sur la garde de poules. Vous avez tous les sujets à l'écran. Donc, c'est une formation qui dure 4h30, 5 heures. Donc, on va vraiment à fond dans tous les sujets, dans le fond, qui, à mon avis, sont pertinents pour voir le bien-être animal, pour mettre en valeur la nature propre de la poule. Hein. C'est un peu ça que je vous ai présenté tantôt, comment nous, on peut la mettre en relation avec des éléments qu'on a tous sur nos terrains, des végétaux, de l'herbe, du compost, par exemple,
pour gain service écologique abondance. Donc, cette formation-là, je la donne en classe ou en privé. Évidemment, dans le contexte actuel, c'est sur la glace, mais je la donne aussi dans une formule en ligne préenregistrée. Donc, c'est une formation qui est disponible depuis 2019. Il y a plus de 1200 personnes qui sont inscrites depuis le lancement, donc c'est fort populaire. Puis, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre sur le chat à l'instant un lien pour vous inscrire à participer à un tirage, en fait, pour cette conférence, formation complète. Là. Excusez-moi, là, je perds mes mots un petit peu, j'essaie de le mettre sur le chat et ça ne fonctionne pas. Je vais le mettre quand je vais enlever le partage d'écran, je pense que ça va être plus facile. Donc, voilà les différents services que j'offre. Vous avez mon adresse courriel, pas courriel, mais l'hyperlien vers mon site internet, neo-terra.ca. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Puis aussi, depuis peu, je mets beaucoup de... j'ai développé une boutique en ligne où je vends des articles pour la garde de poules, des trucs de base, mais beaucoup de livres. Je suis en train de développer une librairie, permaculture, autosuffisance alimentaire, jardinage écologique, gardiennage d'animaux de basse-cour. Donc, je suis en train d'en faire une librairie spécialisée. J'ai déjà au-dessus de 100 livres. Vous irez voir ça. Une belle offre, dans le fond, déjà disponible sur mon site Internet. Si le sujet de l'autosuffisance alimentaire vous intéresse, je vous invite à aller vous inscrire pour avoir les activités du forum Le Peuplier. Vous avez le lien à l'écran. C'est un sujet qui est en vogue, particulièrement depuis l'année passée avec la COVID. Les poules aussi, le jardinage, hein, ça aussi, ça a explosé l'engouement envers ces sujets-là. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Puis juste pour terminer, un projet qui m'est très cher. Moi, je vais avoir la chance de quitter mon emploi au ministère de l'Environnement jeudi cette semaine. C'est ma dernière journée de travail après près de 10 ans au ministère de l'Environnement pour me lancer à fond dans les activités de Néoterra, mon entreprise. Puis je vais faire une tournée du Québec cette année avec au moins une personne pour faire du thème de l'autosuffisance alimentaire un projet de société pour le Québec. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, des gens, une diversité de gens, de cultures, de territoires, de terroirs connus à découvrir. Donc, moi, je veux absolument que ça vienne de la base. J'ai interpellé notre premier ministre au printemps à ce sujet-là. Il n'y a pas eu de réponse, puis je regarde aller les choses, puis ça ne viendra assurément pas de notre gouvernement, à mon humble avis. Donc, je veux que ça vienne de la base, puis je suis certain que ça va pogner. Donc, je veux faire une humble action pour essayer de favoriser l'émergence d'un projet rassembleur comme celui-là dans un contexte où on est le plus divisé que j'ai connu, je pense, comme société. Donc, on a besoin d'un projet rassembleur. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais laisser mon ami Geoffroy parler. Puis, voilà. Puis, je vais arrêter le partage d'écran. Merci. Merci, Martin. En fait, pour avoir suivi la formation aussi, je la recommande. La plateforme aussi est super accessible. Ça répond vraiment à toutes les questions. Super travail, super pédagogue. Merci. Merci, Julie. Puis, je viens de mettre l'hyperlien sur le chat là, pour participer au tirage. Je le remettrai à la fin. Là. On a hâte de te poser des questions. Notre dernier invité, et non le moindre, c'est Geoffroy Renaud-Grignon de Champignons Maison. Oui. Pour qui un de ses moments préférés, c'est ta ronde de collecte de marc de café. Je crois que tu vas nous en parler un petit peu plus pendant ta présentation. Certainement. Ouais, oui, d'avance, merci beaucoup pour c'est ça, Francis, Martin. C'était des présentations pas intéressantes. Là, Martin, ça m'a bien aidé que tu prennes plusieurs minutes à être en train de conclure parce que moi, j'ai 2 enfants qui ont décidé que c'était l'heure où ils voulaient manger avec moi. Vois-tu comme on est synchro? Eh oui, mon Lévi. Ben oui, fait que c'est ça, on disait, en fait, on répondait à cette question-là de savoir un peu notre moment préféré dans la journée. Moi, je parlais de la collecte de marc de café parce que c'est vraiment à la base de nos activités. C'est ça, là, moi, je me préparais plus pour une espèce d'échange questions-réponses, fait que j'ai pas un grand discours, mais je vais vous mettre des photos. Bye bye, mon amour. Je vais vous mettre des photos parce que des fois, c'est un peu le fun. Là. Fait que je vais tenter mon beau partage ici d'écran. Mais voilà, quand je parlais un peu l'idée de la collecte de café, pour nous, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment structuré, dans le fond, l'entreprise autour d'une notion de revalorisation de matières résiduelles. Je vais essayer de vous mettre ça en gros, là, pour voir. Oh, voilà. Donc, mais c'est ça, Champignons Maison, ça fait 10 ans qu'on est actif à Montréal en premier lieu en tant que semencier de champignons. Hein? Ça, je vous montre un petit peu une de mes photos préférées parce qu'elle est pleine de synchrones. C'est pour vous montrer qu'on peut pousser des champignons, c'est ça, gros comme des dinosaures. Mais en gros, c'est ça, je trouve ça super intéressant
comment je vous dirais ça, le panel, là, les gens qui sont réunis aujourd'hui, parce que j'entendais le discours de Martin sur les poules, puis ça rejoint énormément d'éléments là, qui, moi, m'avaient convaincu de me lancer dans le grand monde des champignons, parce qu'en premier lieu, moi, j'étais pris avec un problème là, de sol contaminé, là, de gestion de matières résiduelles extrêmement problématique dans un quartier de Montréal où j'avais emménagé, puis où je voulais jardiner, puis où j'ai découvert que le sol était rempli d'hydrocarbures. Puis, à ce moment-là, moi, je faisais une maîtrise en anthropologie, en ethnographie. Puis, j'avais un peu de temps pour faire des recherches en parallèle. Puis, j'ai découvert justement le grand monde des champignons, puis le grand monde du vivant, comment, en fait, il y a plein de synchrones assez particuliers, hein, comme Martin parlait du grand miracle de la vie là, de la terre arable, mais même étymologiquement, si vous voulez, nous, on s'appelle les humains parce qu'on est produit par l'humus, vous voyez, puis quand on perd un peu nos racines, puis qu'on rentre dans des moments conflictuels, une des seules choses qui arrivent à nous sauver, c'est l'humour, hein, qui nous ramène, comme on dit, au plancher des vaches. Puis dans le fond, on a un espace très mince sur lequel l'ensemble de la vie terrestre s'est déployé. Puis quand on remonte, là, biologiquement parlant, ben, notre plus vieil ancêtre qui est venu sur la terre ferme, c'était une collaboration d'organismes fongiques, puis d'algues, hein, pour former le lichen, puis commencer à terraformer là, la grosse roche sur laquelle on était. Sans aller trop en arrière, nous, on est des héritiers d'un univers qui a été déployé là, par une série d'organismes vivants. Peut-être vous avez vu sur Internet la blague un peu là, de comment notre corps est seulement un vaisseau, si vous voulez, de transport pour un ensemble de nerfs, puis une collection de micro-organismes là, desquels on bénéficie. Puis comme disait Martin, là, d'apprendre puis comme disait Francis aussi, d'apprendre à travailler avec le vivant, c'est aussi d'apprendre à se reconnecter avec le vaisseau spatial sur lequel on habite, en fait, puis hein, que si on s'en occupe pas, il va s'occuper de nous. Je trouve ça super intéressant, puis il y a quelque chose de très valorisant dans la notion de jardiner, mais aussi de comprendre dans quel univers on s'inscrit, hein, dans quelle logique et environnementale on s'inscrit parce que, étonnamment, quand on fait du bien à la planète, hein, quand on s'occupe du monde autour de nous, il nous le rend très bien. Fait comme on dit, on peut rattacher plein de notions thérapeutiques au jardinage, tout ça. Puis moi, ce qui m'avait fait vraiment, ce qui m'avait happé avec les champignons, c'est qu'à un certain degré, ça permettait de boucler beaucoup de boucles. Fait que je vais vous montrer que si j'arrive à bouger ma petite image, on va voir par où je peux. Ah, voilà. Donc, on parle, c'est ça, nous, on est semenciers de champignons. Puis en fait, on fournit vraiment je ne peux pas pointer, mais on fournit la culture de champignons. Ce que vous voyez qui est à droite, si vous voulez, de mon beau graphisme, à la droite du bulbe, qui dit mycélium de blanc de champignons. Ah, je ne peux pas t'offrir de jus, mon amour, il faut que tu demandes à ton frère. Va voir Lévi, s'il te plaît. Mais oui, rapidement, c'est ça, je ne vais pas m'emporter trop, je vais juste vous montrer des belles images. Mais c'est pour dire, en fait, c'est ça, moi, ça m'a permis de me reconnecter avec une série de notions de permaculture où on dit en permaculture hein, qu'il n'y a pas vraiment, que les déchets, ce sont des ressources abandonnées. Si on marche en forêt, quand il n'y a pas d'humains, il n'y a pas vraiment de déchets. Hein? Puis au pire, on peut trouver des matières en putréfaction qui sont en train de se faire dégrader, mais ils ne vont pas être là, stables de manière permanente. Ils sont toujours pris en charge par la nature. Puis dans cette prise en charge-là, c'est encore là le règne fongique, puis les bactéries principalement qui vont dégrader la matière, la rendre accessible aux arbres, qui vont permettre de stocker le carbone, hein, de faire la grande chaîne de la vie. Puis ce que je trouvais intéressant dans une optique très à petite échelle, c'est que quand on commence à cultiver les champignons, ici j'ai mis un exemple où j'intègre les champignons à mes semis. Là, on a des semis de concombres, on a de courges. Quand on intègre les champignons à nos pratiques, en premier lieu, on peut le voir comme une technologie de gestion des matières résiduelles, c'est-à-dire qu'on peut utiliser à peu près l'ensemble des déchets de jardin, puis aussi une série de déchets de table, puis les traiter sur le site. Hein? Donc, on économise énormément de transport puis de frais, parce qu'en philosophie, on dit c'est le syndrome de la toilette. Hein? On va aux toilettes, on tire la chasse d'eau, puis c'est disparu, mais dans les faits, on a généré des déchets qui vont être pris en charge par d'autres. Mais quand on peut les prendre en charge sur notre propre espace, on en tire aussi les bénéfices environnementaux. Donc, de dire, ici, l'exemple que j'avais, c'était qu'on a mis une culture de champignons dans un sol avec un peu de déchets de tiges, de branches, de feuilles mortes. Puis, ces déchets-là sont devenus de la nourriture pour les champignons. Puis, les champignons permettent de les dégrader plus rapidement pour rendre ces ressources-là accessibles de nouveau aux végétaux rapidement.
Donc, en premier lieu, je crois que je clique. Ouais. Vous voyez, c'est les mêmes petits champignons qu'on voit peut-être à 4 mois plus tard, à l'autre bout de la saison. C'est ça qui ont grandi, qui ont donné plusieurs récoltes, puis qui ont alimenté le sol, qui ont permis une fixation du carbone dans le sol, mais aussi, en fond, une meilleure croissance des plantes et des végétaux. Qui, au bout du cycle, vont donner plus de ressources à nourrir encore les champignons. Donc, on met en place des cercles vertueux comme ça. Attention au mot. Puis, si vous voulez, en produits dérivés, sur le côté, on produit des champignons qui ont des valeurs nutritives pour nous, mais aussi des valeurs médicinales qui sont très dures à égaler. Puis, dans la même logique où Martin parlait des poules, on a une série d'études où, si on utilise des champignons ou la racine des champignons en aliment pour des insectes, pour des animaux, on retrouve les principes actifs des champignons médicinaux stockés dans ces êtres vivants-là. Donc, si on les ingère, on continue le cercle vertueux où on absorbe les principes actifs des champignons, même s'ils ont servi à nourrir, à guérir d'autres êtres en chemin. Je vais vous montrer des petites photos. Ça, c'est comme tout le temps, il fallait que j'en choisisse un moment préféré, fait que j'ai parlé du café, mais c'est sûr que sinon, mon deuxième moment préféré, c'est vraiment la notion de ramener les champignons dans un potager, puis de retourner au potager autour du mois d'avril. Quand on a cultivé l'année d'avant, puis qu'au mois d'avril, on a hâte de jardiner, mais on sait que la plupart des choses qu'on va planter risquent de mourir avec les gels de fin avril jusqu'à la mi-mai. Mais où on a un sol qui est extrêmement actif et qui va donner en fait beaucoup de champignons, puis avec lesquels on va pouvoir commencer à travailler. Je vais me garder une petite gêne parce qu'on est surtout là pour parler ensemble puis pas pour faire des longs discours. Mais s'il y en a que ça intéresse, qui voulaient m'attraper, comme je dis, moi j'ai mon passé d'ethnologue, puis il y a comme à force d'observer catholiques qui sont appuyés sur un calendrier païen ont tous une relation particulière avec les champignons. Je pourrais vous envoyer le document scandaleux du Père Noël qui est un champignon, mais pour Pâques, ça, on est à peu près sans équivoque. Qu'est-ce que je vais vous montrer juste vite si on a d'autres photos. On a ce travail-là de champignons qui se fait. Nous, on est semenciers, donc on offre des semences de champignons qui peuvent être soit utilisées pour ensemencer davantage de matière vivante ou simplement comme une trousse pour produire ses propres champignons. Donc, ce que vous trouvez sur notre boutique en ligne, c'est principalement les trousses qui vont être prêtes à faire des champignons en 2 semaines environ. Donc, on ouvre, on arrose, tout le travail a été fait à l'intérieur. Puis, il y a une production régulière de champignons comestibles qui se fait aux 2 semaines pendant 2 mois. Puis le produit final, c'est une culture qui a épuisé sa nourriture. Donc, à ce moment-là, on peut la prendre puis la reproduire dans du marc de café, des feuilles de thé, des déchets, soit des pâtes et papiers ou du jardinage. C'était pour vous donner une petite idée. Je pense que c'est ma dernière petite image. Oui, non, voilà. C'est pour vous montrer, dernière affaire, cette trousse-là que vous avez vue, quand j'ai fini de la cultiver, je l'ai amenée à l'extérieur. J'ai pris un sac de jute, comme vous voyez autour, puis une vieille boîte en bois. Je l'ai remplie avec un peu de mycélium, le bloc que vous avez vu, puis un tas de sacs de marc de café avec des feuilles de thé. J'ai fait ça aux 2 tiers à peu près, puis sur le sommet, j'ai mis de la terre avec certaines verdures. Mes verdures ont fait pas pire, ça m'a fait des épices. Mais vous voyez, ça, c'est la première bordée de champignons. C'était environ... Ça peut prendre autour d'1 mois, mais ça vous montre un peu que ça fait des bons champignons assez charnus. À l'œil, on en a pour à peu près 2 ou 3 kilos. Puis les champignons, ce qui est excitant, c'est que c'est délicieux frais, mais comme c'est fait avec une grande partie d'eau, si jamais on n'a pas le temps de toutes les manger d'un coup, on peut les congeler ou les déshydrater, puis on les ramène quand on est prêt, puis ils sont... Je pense que ça conclut mon tour de présentation. Merci. Merci, Geoffroy. Merci beaucoup. Super présentation, super gestion parentale. Tu es un homme à tout faire. Voilà, même de tous les défis. Oui, c'est ça, super intéressant. Donc, c'est ça, c'est maintenant venu le temps pour vous, chers participants et participantes, de poser vos questions. On a déjà plein de questions. Je me demande si on va arriver à passer au travers, mais on va commencer avec le commencement. Je vous rappelle comment poser les questions là, rapidement. Soit vous levez la main ou dans le chat. Je vais un peu me promener entre les deux. Alors, on a une première question ici de Natacha Vadnet, qui est question poule. Donc, on va y aller avec... ça va être adressé à Martin. Pour les poules, est-ce que c'est bruyant ou odorant vu que je demeure en banlieue? C'est un des principaux freins, je dirais. Les gens ont des appréhensions là-dessus, donc c'est normal. Puis j'en parle souvent dans les conférences là, où j'ai plus de temps pour parler, évidemment.
Pour la question des odeurs, par exemple, dès qu'on met en place des pratiques, on va nettoyer la litière. Tu sais, la litière, dans le fond du poulailler, on peut voir ça un peu comme une litière à chat. Si on laisse ça aller trop longtemps, on va dépasser le point de saturation, donc la capacité d'absorption de cette litière-là. À ce moment-là, ça va se mettre à sentir. Donc, si jamais on se rend jusque-là, on va nettoyer, on va envoyer ça au compost idéalement. Puis, la fois suivante, on va devancer l'opération. D'accord? Pour la question des bruits, si vous êtes en banlieue, en ville, pas le droit de coq, hein, évidemment, c'est le plus gros générateur de bruit, peu importe le moment de la journée. Au mois de juin, où les journées sont très longues, dès 3h30, 4h du matin, dès qu'il y a une petite lueur à l'horizon, il peut se mettre à chanter. Mais quand on a un groupe de poules, donc on exclut le coq, pour lesquels on voit leur bien-être, espace vital suffisant, diversité alimentaire, peuvent aller à l'extérieur, tout ça est rencontré. Règle générale, on ne les entend pas ou si peu. Les moments où on va les entendre, c'est s'il y a un prédateur qui rôde, puis elles l'ont spoté, entre guillemets, là, à ce moment-là, ils vont se mettre en mode alerte. Puis ils vont comme ils vont faire des cris vraiment particuliers. Vous allez les reconnaître. C'est une bonne idée, si vous entendez ça, d'aller voir ce qui se passe. Puis aussi, après la ponte de l'œuf, la poule, après avoir pondu de l'œuf, souvent, elle va faire une petite chansonnette, une envolée vocale de quelques secondes ou de 2-3 minutes. Puis je me pose encore la question, est-ce qu'elle fait ça par bonheur ou par douleur? Je ne sais trop, mais j'ose croire que c'est par bonheur parce que la poule a pond un œuf. Pourquoi? Pour se reproduire. Fait que j'ose croire qu'elle est heureuse d'avoir amorcé ce processus-là, même si vous n'avez pas de coq, donc les œufs ne sont pas fécondés, il n'y aura pas de poussin au bout de tout ça. Donc, c'est la réponse que j'aurais le goût d'offrir à cette question-là. Parfait, merci. Merci, Martin. Il y a Nancy Lachance qui a la main levée. Voulez-vous nous poser votre question maintenant? Oui, bonjour. La question est pour la culture des champignons. J'ai fait beaucoup de recherches sur la culture Internet pour les cultures de kits de démarrage, si on veut. Donc, j'essaie d'être autodidacte à ce niveau-là. Mais j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus sur les erreurs de culture, soit intérieures et ensuite pour les amener à l'extérieur pour les avoir dans notre climat. Donc, je sais que Geoffroy couvre ça assez en profondeur, mais j'aimerais aussi savoir s'il y a des livres qui pourraient être recommandés, qui conviendraient à notre culture, à notre climat pour nous, pour amener les kits de mycélium, les transférer au jardin pour le printemps. Geoffroy, est-ce que vous voulez répondre à la question? Est-ce que tu es là? Il semblait avoir un petit problème de connexion. Tantôt, en tout cas, de mon côté, ça a coupé de temps en temps. Là, fait que c'est peut-être ça qui explique son absence. Oui. Ah, il attend son micro. Bon, parfait, ce ne sera pas bien long. Ben, peut-être qu'on peut mettre sur la glace cette question-là. J'avais une question pour Francis. Comment on peut attirer les pollinisateurs dans notre jardin? As-tu un petit conseil? Oui, il y a plusieurs façons effectivement d'attirer les pollinisateurs. Puis il y en a qui sont remis en question maintenant, même en 2021. Je ne sais pas si vous avez suivi, sans jeu de mots, le buzz avec les hôtels à pollinisateurs, les hôtels à abeilles solitaires. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait il y a 20 ans, il y a 15 ans, qui étaient les normes finalement. Puis on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée de faire ça. Je vous donne des exemples rapidement. Ramasser nos feuilles mortes, avoir des gazons verts sans aucune mauvaise herbe, c'était des pratiques courantes. Maintenant, on est en train de les remettre en question. On se dit peut-être que garder nos feuilles mortes pour isoler notre sol, ça peut finalement aider à la fertilité du sol. Des gazons verts unis, est-ce que ça contribue à attirer les pollinisateurs? Pas vraiment. Donc, de plus en plus, on se dirige vers un laisser-aller, un laisser-vivre, si on veut. Des friches urbaines ou des friches carrément avec des fleurs sauvages, c'est probablement une des choses les plus efficaces qu'on peut faire pour encourager les pollinisateurs indigènes du Québec, d'Amérique du Nord. On a des abeilles mellifères qui ne sont pas nécessairement des insectes, en fait, qui ne sont pas des insectes indigènes d'ici. Donc, ils sont adaptés à certaines plantes, mais on a certaines plantes indigènes du Québec dont la pollinisation est vraiment plus efficace lorsqu'elles sont pollinisées par des pollinisateurs d'ici. Donc, je vais militer pour ça là, dans les prochains mois, les prochaines années pour
le laisser aller, le laisser faire. Puis j'écoutais Geoffroy et Martin parler de champignons et de poules respectivement. Puis je vous invite à remettre en question finalement nos idéaux d'esthétisme. On parlait du bruit des poules. Des fois, les gens ont un certain dédain avec les champignons, ce genre de choses-là. On a l'impression qu'une mauvaise herbe, j'aime pas cette expression-là, je l'utilise pour que tout le monde comprenne. Une mauvaise herbe, c'est juste une plante qui pousse à un endroit où on ne veut pas qu'elle pousse. Un arbre peut être une mauvaise herbe, si on veut. Là. Donc, une plus grande tolérance. Là. Est-ce que ça répond à ta question, Julie? Absolument, avec perfection. Super, merci. Ceux qui veulent des noms précis là, de plantes, il y a effectivement plein d'ouvrages, plein de contenus qui existent là-dessus. Là. Mais je vous encouragerais à sélectionner des plantes indigènes, des plantes mellifères, effectivement. Puis pourquoi pas laisser traîner quelques débris ici et là pour que la faune locale puisse avoir des endroits pour se reposer, s'abriter, se nourrir. Merci Francis. C'est une question de mentalité aussi, c'est ça? Je pense qu'on a Geoffroy Geoffroy a récupéré le contrôle de son micro, puis il se rappelle de la question de Nancy Lachance. Fait qu'on va tout de suite enchaîner avec la réponse. Geoffroy, je vais même faire un peu de pouce sur le propos de Francis parce que je ne pourrais jamais laisser une occasion passer d'encourager les gens à se laisser traîner puis à dire que c'est parce que c'est bio. Mais non, c'est super important. Puis même si on a une foule de 200 quelques participants, si quelqu'un peut me retrouver la référence, je serais très excité parce que j'ai trouvé ça savoureux. Beaucoup de mauvaises herbes sont en fait des plantes envahissantes qui ont plein de bénéfices pour nous. Hein? Puis c'est comme un peu un clin d'œil là, de notre réalité, si vous voulez, au sens où on se bat contre des choses qui n'arrêtent pas de revenir puis qui pourraient nous aider. Puis ma question au quiz là, pour les participants, je donne une trousse de culture de votre choix à qui me donne la réponse par email. Mais la rumeur veut que les tournesols aient été introduits, du moins à Montréal, si ce n'est pas en Amérique, par Jeanne Mance pour leurs propriétés bénéfiques. Fait que moi, j'ai entendu la rumeur. Là, si quelqu'un voulait me documenter la notion, j'en serais très heureux. Parce que, après, j'arrête mes propos d'anthropologue, mais on est une culture basée sur des siècles de génocide. Puis c'est sûr que ça s'inscrit dans notre culture parce qu'après ça, on a l'idée que ça pourrait être tout droit, propre, enligné, hein, comme nos Anglais, en monoculture. Puis à chaque fois qu'on se pose la question puis qu'on s'y intéresse vraiment, les monocultures, ben, ça n'existe pas dans la nature pour une raison, hein, parce que c'est pas viable. Fait que c'est sûr que c'est une belle occasion, là, les crises en cascade qui s'en viennent pour se réinventer, comme qu'ils disent, puis laisser la nature suivre son cours, ben, ça nous montre aussi dans quel ordre on peut s'inscrire, puis le fait qu'elle travaille pour nous, puis qu'on peut l'aider. Dans cette même idée-là, on parlait des champignons. Enfin, hein, les cultures qui seraient peut-être les erreurs de débutants, le volet positif, c'est les espèces avec lesquelles on pourrait travailler plus facilement puis s'assurer qu'ils puissent être transférés au jardin. Mais encore là, les champignons sont partout sur la planète. Puis, il y a une série de champignons comestibles très connus qu'on retrouve en forêt ici. Par exemple, les pleurotes, les îles nérissons, certaines variétés de reishi. Il y a une quantité phénoménale. Puis dans le fond, moi, en premier lieu, pour les gens qui veulent se faire la main un peu, je conseille toujours de commencer avec des pleurotes, soit des pleurotes bleues ou des pleurotes de l'homme, parce que c'est des champignons qui peuvent s'adapter à une très vaste variété de substrats. Donc, une fois que vous les cultivez, si vous ne les avez pas reconnus à l'épicerie, en prenant des marches en forêt, vous allez en voir un peu partout. Hein. Ça, c'est une chose. Puis les pleurotes bleues en particulier, mais les pleurotes de l'homme aussi, dans une certaine mesure, sont rustiques. Donc, ils vont passer l'hiver à l'extérieur, ils vont hiberner dès qu'ils vont à une température en bas de 3 degrés, ils vont rentrer en dormance. Puis dès qu'on retrouve une température au-dessus du 4 degrés, ils vont retourner en activité. Souvent, avoir une propagation végétative, du mycélium qui mange des déchets. Ils vont même faire la guerre aux nématodes puis à certains vers qui pourraient être problématiques pour des racines. Puis ils vont se réveiller, puis ils vont réveiller le sol, hein, amener une activité chaud plus rapidement. C'est pour ça que je faisais ma blague avec nos grandes célébrations. Mais c'est ça. Moi, j'ai des récoltes, je cultive à Montréal. Puis en extérieur, j'ai des récoltes à partir de Pâques jusqu'à Noël. De la mi-avril jusqu'à la fin décembre, il y a des champignons qui poussent. Puis les pleurotes vont être là sur l'ensemble du spectre. En plein été, on a des pleurotes tropicales qui peuvent nous aider un peu. Il y a plein d'autres variétés, mais s'il y en avait juste une avec laquelle travailler, moi, je conseillerais de commencer avec des pleurotes bleues. Ils peuvent manger...
il s'adapte à presque tout. Puis on parlait justement, peut-être la première notion en myciculture qu'on va mettre en place, c'est simplement qu'un fruit, qu'on va dire un champignon, va être constitué à 80 ou 90% d'eau en termes de poids. Donc, ça prend un environnement humide. C'est pour ça qu'en forêt, on va retrouver les champignons davantage en forêt qu'en pré. On va retrouver des éclosions de cultures plus abondantes à des moments où il y a eu des grandes pluies, à des moments où l'humidité est un peu mieux retenue dans l'air. Donc, ça, c'est le premier degré, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'humidité, il n'y aura pas de champignons ou beaucoup moins. On va chercher un taux d'humidité à au moins 50%, puis à partir de là, le plus, le mieux. Les champignons, on ne pourra pas trop les arroser en tant que tels. Dans une champignonnière commerciale, on va viser un 85 à 98% d'humidité constante, une bruine permanente. Puis dans le fond, on ne peut pas trop arroser les champignons. Cependant, on va essayer d'éviter l'eau stagnante. Ça, c'est vrai en culture d'intérieur comme en culture au jardin, au sens où si on a un petit de l'eau stagnante, un petit étang, un espace où l'eau reste longtemps, puis si le bloc de culture a les pieds dans l'eau, cette eau-là, étant stagnante, elle va développer plus rapidement des bactéries, certains pathogènes pour nos champignons. C'est-à-dire qu'il va y avoir une guerre pour les ressources, puis ça va être plus... ça peut mener à un effondrement de la culture. Mais à l'inverse, souvent en sol, on a plus de difficultés à retenir l'eau. Fait que si vous avez, par exemple, une trousse si vous vous approvisionnez aujourd'hui ou dans les prochaines semaines en trousse, il y a moyen de les cultiver à l'intérieur jusqu'au printemps. Rendu en avril ou en mai, on peut les amener à l'extérieur. Si on a un sol qui est déjà très argileux, on peut simplement mélanger le mycélium avec de la matière, des tiges, des branches, des feuilles, du marc de café, du carton, du papier, des choses comme ça. Mélanger ça ensemble. Il y a un article, je vais vous mettre le lien, mais il y a un article qu'on appelle « Jardiner avec les champignons ». C'est un peu comme une recette là, pour cuisiner avec un chaudron, mais pour amener des champignons dans le jardin. Fait que je vous mettrai le lien. Mais c'était pour dire, si on a un sol argileux, on met les ressources. Si on a un sol qui est de nature très sèche, on peut rajouter un peu d'argile au fond ou au pire un peu de carton juste pour aider la rétention d'eau pour que les champignons puissent proliférer. Voilà. Merci, j'espère cool. On a Isabelle Soulière qui demande, est-ce que le grillage électrique empêche les autres animaux de venir manger les poules? Oui, effectivement. Là, ce que j'ai appelé un filet à volière, dans le fond, là, c'est électrifié. Il y a des impulsions électriques qui sont générées par le générateur d'impulsion à peu près aux secondes. Donc, on peut pas, c'est pas un courant continu, donc on ne peut pas rester figé là, sur l'électricité constante à ce niveau-là. Mais les impulsions sont juste assez fortes pour repousser parce que ce n'est pas agréable d'y toucher. Bref, ça empêche autant les poules qui vont apprendre, parce qu'au début, ils ne savent pas, là, ils vont piler là-dessus. Puis c'est le fait de toucher aux tiges de métal, aux petites tiges de métal du filet à volaille qui est électrifié. Puis en touchant au sol, c'est qu'ils vont fermer le circuit, puis c'est là qu'ils vont pogner un choc. Donc, ils apprennent à avoir un peu peur de ça, donc de s'en éloigner. Mais évidemment, ça empêche les autres prédateurs comme renards, des chiens du voisinage ou autres. Les seuls que ça ne peut pas empêcher, c'est les oiseaux de proie, puis ça, il y en a même en ville. Mais en ville, vous n'aurez probablement pas de filet à volaille parce que vous n'aurez pas assez d'espace. Si vous avez un filet à volaille à ce moment-là, ça serait bon qu'il y ait un abri pour les poules. Ils vont s'abriter d'une buse ou quelque chose d'autre qui vont s'approcher. Puis aussi, ça va générer de l'ombre qui est super nécessaire en temps de chaleur parce que la poule, au gros soleil, elle peut vraiment crever de chaleur. Cool, merci. Il y a Louise Sainte-Marie qui demande pour Francis, j'aimerais savoir si une forêt nourricière à Port-Neuf peut devenir membre de votre organisme, donc être certifiée, j'imagine. Et si vous connaissez des aides financières pour ce type de projet, ça peut-être que tu pourrais envoyer par courriel. Mais est-ce que c'est une forêt nourricière à Port-Neuf, est-ce que ça se peut? Si c'est Port-Neuf au Québec, effectivement. Je lui ai envoyé mon courriel déjà parce que j'avais vu sa question pour répondre plus en détail sur sa question. Donc oui, on aimerait ça que le programme Mon Jardin puisse rayonner et, sans jeu de mots, essaimer à travers le Québec. Là, si on était capable d'avoir des gens certifiés partout, pourquoi pas? Parce qu'une fois que les gens ont la certification, leur petit panneau, ils vont contribuer à influencer leurs voisins finalement. Donc c'est vraiment comme un mouvement. Ça me faisait penser, là, Geoffroy vient de parler, faut que je vous dise que j'ai déjà collaboré avec Geoffroy. Geoffroy est déjà venu donner des ateliers là, dans des jardins où je travaillais avant. Et puis,
Bien, dans le fond, notre objectif, c'était vraiment d'amener les gens à comprendre que leur jardin peut jouer un autre rôle que simplement être une œuvre d'art ou un garde-manger. Je pense que ça va rejoindre aussi des propos de Martin, dans le fond. Là. Puis à revoir, finalement, est-ce que le fait qu'il y ait un petit peu de bruit, c'est un gros point négatif? Finalement, si tu prends en compte tous les autres aspects positifs que ça peut avoir jusqu'à l'éducation de nos enfants, finalement? C'est une question ouverte pour clore cette intervention. Hey, je peux-tu faire du pouce là-dessus? En France, ils viennent, je pense l'année passée, ils ont adopté une loi dans tout l'Hexagone où ils sont venus dire que le chant du coq à la campagne, c'est reconnu comme patrimoine acoustique ou quelque chose comme ça. Autrement dit, les néo-ruraux qui arrivent de Paris ou autres, qui veulent s'établir pour toutes sortes de raisons à la campagne, ils vont dire « Hey, la cloche là, du clocher de l'église aux heures, moi, je ne veux rien savoir de ça. Le chant du coq le matin. » Tout ça pour dire que là, toi, néo-rural, tu es venu t'établir ici. Bien, ici, c'est l'identité du lieu, c'est l'identité des gens. Donc, voilà, dans le fond, ce que tu vas devoir t'habituer à entendre. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. En effet. Il y a Flore Brion qui a la main levée. Peux-tu nous poser ta question maintenant, Flore? Salut. On y arrive. Oui, l'autorité ne veut pas les bâtiments. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. J'ai une question par rapport aux champignons pour Geoffroy. C'est ça, comme beaucoup de gens, j'imagine, ça donne la culture des champignons en ville. Comme beaucoup de gens en ville, on n'a pas de terrain en tant que tel, fait qu'on utilise tous nos balcons et ou autres fenêtres pour pouvoir jouir un peu de ça, pour pouvoir le faire en été. Ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà suivi un cours avec Geoffroy qui disait comment est-ce qu'on pouvait utiliser la trousse de champignons avec lui. Et ce qu'il y a, c'est que moi, mon mycélium, pendant un moment que j'utilisais, à un moment donné, il a arrêté de donner des fruits. Puis parce qu'ils étaient en bac, parce que j'ai pas de terre. Fait que ce qu'il y a, c'est que si en plein milieu de l'été, je me rends compte que mon mycélium, il manque d'amour et de substrat, comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je défasse tout mon bac, toute ma terre, ou est-ce que je peux rajouter ou est-ce que de mon côté, sans avoir à défaire tout mon bac dans lequel aussi je fais pousser des légumes, par exemple des haricots ou peu importe, est-ce qu'il faut que je déracine tout ou est-ce que je peux juste rajouter quelque chose par-dessus comme le marc de café ou comme la moumoute de vêtements qu'on trouve dans les sécheuses? Comment est-ce que ça marche en l'occurrence, Geoffroy, pour ça, quand on a un bac? Ben oui. Ben, bonjour Flore. C'est ma question. Merci beaucoup. C'est comme trippy, là, le background. J'ai quasiment envie de vous mettre un petit fond d'écran, mais je ne pourrais pas pointer dessus, fait que je vais juste parler. Là. Mais en gros, oui, fantastique question. Des fois, on présente le mycélium comme... le mycélium, c'est la racine des champignons, si vous voulez. Bon, je vais vous mettre 2 photos là, juste parce que ça va être plus facile. En premier lieu, c'est ça, il y a la notion ici, quand on voit ce qui sort, ce sont les champignons. Je vous montre la photo qui donne avant. Là. On voit les champignons, je m'excuse pour la présentation, puis on voit tout autour le bac, en fait, il est rempli de mycélium. Si vous voulez une version en dichotomie comme ça, c'est on voit là, par exemple, encore ici, on a le champignon, puis derrière lui, l'ensemble du bloc, c'est la racine qui l'a produit. Je nous ramène à notre beau petit dessin au début où on a le champignon qui est au centre, puis le mycélium pour se reproduire. Juste pour ramener les termes. Fait que, rapidement, quand on parle d'un mycélium, en fait, on peut le concevoir comme un estomac à l'envers, au sens où nous, on a un petit sac digestif dans lequel on met des nutriments, puis on a une série d'enzymes qui les dégradent pour en extraire les ressources, puis pour nous permettre là, de se substanter. Mais un mycélium, lui, il est tourné vers l'extérieur, en fait, puis c'est comme un petit estomac qui se promène. Il va libérer des enzymes au bout de ses racines, si vous voulez, ses ifs. Il dégage des enzymes, puis tout ce qui arrive à désassembler comme chaîne de carbone, il l'absorbe pour s'en nourrir.
Donc, tant qu'il peut se propager, il va se nourrir. Puis, règle générale, plus il se propage, moins il passe de temps à produire des champignons. C'est comme comme avec certaines plantes, on a une phase végétative, une phase de fructification. Donc, ceci étant dit, à la fin du processus de propagation, si vous voulez, c'est à même la peau du mycélium que les champignons vont se former puis vont commencer à éclore pour libérer des spores puis se propager. Donc, je vous montrais la première photo avec les champignons attachés au bloc de mycélium parce que la question que tu poses, Flore, elle ouvre en fait sur des notions là, fantastiques de reproduction des cultures. Puis on peut, en tirant le champignon, extraire une partie. En tirant le champignon, on va avoir un petit peu de mycélium. Donc une formule qui serait à l'extérieur de la boîte qu'on a déjà investie, ça serait de prendre une partie de la racine comme ça, de la mettre en contact avec un peu de nourriture, lui faire un petit espace pour lui, puis lui permettre de se propager. Donc concrètement, prendre à la tige du champignon un peu de mycélium, le mettre en contact avec un peu de substrat, par exemple dans un pot là, de yogourt ou un petit pot comme ça, mettre de la nourriture, puis en 5 à 10 jours, on va voir la culture se propager, puis on la nourrir puis la faire grandir. À ce moment-là, on pourrait la nourrir tous les jours. C'est une version, là, je ne veux pas dire, c'est pas péjoratif, là, je dis paresseux, mais on pourrait dire économe. C'est de mettre un peu de mycélium au fond d'une chaudière à côté d'une machine à café. Puis à chaque fois qu'on jette notre noix de café, au lieu de le mettre aux poubelles ou de le mettre dans l'évier, on le met sur le mycélium l'intègre, le digère, puis il continue à croître comme ça. Dans la version, peut-être juste pour finir l'analogie, c'est un peu comme pour faire un feu. Hein. Plus on va avoir un haut taux d'inoculation, par exemple, si on veut partir un feu avec une allumette ou si on veut on rajoute un élément de bois dans un brasier actif, plus on a une masse de culture, plus la propagation va être rapide et efficace. Donc, comme je disais, on pourrait tirer la tige, prendre une petite partie, la faire reproduire, mais on pourrait aussi aller, dans l'exemple où tu donnais d'un bac sur un jardin, prendre une poignée, là, par exemple une main pleine de mycélium, la mettre dans un nouveau contenant, redémarrer la culture. Mais tous ces scénarios-là, si on ne s'occupe pas du bloc qui a arrêté de produire des champignons parce qu'il a épuisé ses ressources dans une plate-bande, si on ne s'en occupe pas, il va finir par s'effondrer. C'est-à-dire, quand il n'y aura plus de nourriture, à un moment donné, il n'y aura plus les ressources pour maintenir son environnement, puis il va commencer à se faire dégrader par les bactéries. Il va faire un sol très chaud, très nourrissant, mais il ne produira plus de champignons. Donc, comme tu disais, il y a un autre élément où on remarque aussi que le mycélium, à mesure qu'il dégrade les chaînes de carbone, il va perdre en volume. Donc, ton bac, il devrait avoir un peu d'espace qui se dégage. Puis, si sur ce bac-là, tu pousses soit des légumes ou des fines herbes, il va y avoir certains déchets que tu pourrais remettre tout de suite en contact avec le sol. Puis, le mycélium va venir les chercher, les intégrer en mycélium, les dégrader pour faire une partie qui retourne au sol, une partie qui le nourrit, lui. Donc, on peut nourrir un bac simplement par, comment on appelle, c'est pas un amendement, mais un paillis. Et qu'on peut simplement rajouter constamment du paillis qu'on va garder bien humide puis qu'on va chercher à aplatir un peu pour être certain qu'on a un contact. Si dans ce bac-là, on a des espaces où le sol n'est pas complètement dense et structuré, on pourrait aussi juste l'ouvrir un peu et intégrer la matière à l'intérieur. Moi, dans des bacs de plate-bande, j'aime ça faire des buts. J'essaie de monter au début de la saison quelque chose de très haut pour que lentement, ça puisse s'écraser comme ça, puis que je puisse le retourner puis le remonter. Fait que mon point en conclusion, le mycélium se propage par contact. Donc, on peut prendre une petite partie de mycélium, le mettre en contact avec une grande partie de substrat, puis le regarder se déployer. On peut le faire comme ça. Ou, à l'inverse, on peut déposer de la nourriture sur un bloc de mycélium. Puis peut-être, dernier indice, encore là, le marc de café, on en a presque tout le temps, le carton. Si vous avez du papier, on peut mettre ça au broyeur, le mettre comme un paillis. Ça fonctionne très bien. Ça va retourner en état de sol rapidement. J'ai un dernier point pour vous, mais ça reviendra plus tard. Voilà, le dernier truc, c'est peut-être utiliser des engrais liquides, comme on fait avec certaines plantes, avec une chaudière, encore là, l'urine, le marc de café. Ça peut être ajouté assez régulièrement au jardin. Puis à ce moment-là, on pourrait nourrir le mycélium de cette manière-là aussi. Fascinant, merci, Geoffrey. Cool. Martin, on a plusieurs questions par rapport aux déjections fraîches de poules dans le potager. Est-ce que tu peux démystifier c'est quoi la procédure, comment ça fonctionne? As-tu un délai? Oui, c'est ça. Il y a comme deux enjeux, je dirais, par rapport à ça. Il y a le potentiel de contaminer ces légumes, mettons, à partir de pathogènes qui pourraient être comme les salmonelles, une bactérie qui peut donner la salmonella si elle est ingérée. En passant, il ne faut pas capoter avec ça. Ce n'est pas juste les poules qui peuvent avoir des salmonelles. Chats, chiens peuvent en avoir, puis il n'y a personne qui vire fou avec ça. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est, étant donné que les déjections des poules fraîches ou assez fraîches
contiennent une forte teneur en azote, mais certaines plantes pourraient voir leurs racines brûlées par cette forte dose d'azote-là présente dans les déjections des poules. Donc, la façon de contourner ou de répondre de manière sage à ces deux enjeux-là, c'est de faire passer les déjections par un processus de compostage. Donc, moi, comment je procède? C'est que, bon, périodiquement, je ramasse les déjections des poules au fond du poulailler, ou il y en a qui font ce qu'on appelle un deep litter, là, une litière profonde. C'est qu'au lieu de la ramasser, on va juste en rajouter. Puis il y a tout un écosystème, il y a de la vie qui se développe à l'intérieur, puis ça va commencer à composter sur le site même. Mais évidemment, il faut avoir prévu à l'avance cette façon de faire-là, parce que, étant donné que ça va monter au poulailler, bien là, s'il n'est pas assez haut, bien, vous allez avoir de la difficulté. Ou si les murs sont en bois ou des choses comme ça, bien, peut-être que ça va se mettre à pourrir parce que là, vous allez avoir un milieu humide toujours au niveau des murs de bois. Fait que, ça pourrait se mettre à pourrir de ce côté-là. Mais dans le fond, périodiquement, on ramasse les déjections de poules avec la litière. Puis les déjections de poules sont considérées comme une matière azotée. Rapport carbone-azote d'à peu près 10 pour des déjections de poules fraîches, d'accord? Vous mélangez ça avec la litière. Dans le fond, c'est déjà mélangé. Copeaux de bois à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'utilise à l'extérieur. Des feuilles mortes, de la paille, du foin, des choses comme ça. Mais les feuilles mortes, c'est gratuit. Faites-vous des réserves à l'automne, ça ne coûte rien. Puis, ils sont déjà en sachet. Le gros de la job est fait. On ramasse ça, on amène ça chez Swap. Puis, moi, j'en accumule le plus possible. Des fois, ma blonde, elle n'aime pas ça. Mais bon, on a 20 000 pieds carrés de terrain. Ça, on n'a pas trop d'enjeux d'espace. Puis, j'utilise ça comme litière, dans le fond, à l'extérieur dans ce cas-là, parce qu'à l'intérieur du poulailler, ce n'est pas assez absorbant. Ça a plus tendance à saloper l'intérieur du poulailler. Fait que ça, c'est des matières carbonées, la litière, mélangée aux déjections des poules, matière azotée. C'est déjà un mélange intéressant, mais le rapport carbone-azote est très élevé. Si on va avoir un bon compostage, un compostage rapide, on peut viser un rapport carbone-azote d'à peu près 20-30 de ce que je voyais dans la littérature. Fait que, bref, avec déjà votre mélange d'éjection de poules litière, tout ça, rapport carbone-azote est élevé. Tout ça pour dire que vous pouvez rajouter beaucoup de vos restants de table, des légumes, des choses comme ça à l'intérieur ou de l'herbe fraîche pour abaisser le taux carbone-azote. Mais là où je veux en venir, c'est qu'avant de mettre ça au jardin, moi, ce que je recommande, c'est de passer une année. Une fois que votre tas de compost est condamné, donc il n'y a plus aucun apport à l'intérieur, moi, je recommande de passer à travers les 4 saisons une fois. Ça va éliminer le faible risque de présence de pathogènes, puis le compostage va avancer. Peut-être pas à un rythme que vous voulez. Moi, avec les copeaux de bois, là, des fois, ça prend 3-4 ans avant que le compost soit à mon goût. Là, mais bon, je ne suis pas stressé dans la vie. Là. La nature prend le temps de bien faire les choses. Donc, à partir d'une année, il n'y a aucun risque de présence de pathogènes à l'intérieur des déjections des poules qui vont avoir composté. Si vous voulez les mettre plus tôt que ça, par exemple, je parlais de la stratégie, on désherbe une superficie par des poules, ils vont faire leur déjection là. Si vous voulez utiliser ça comme potager, moi, ce que je recommande, c'est que la première année, ne plantez pas de légumes racines qui pourraient être en contact avec des déjections de poules porteuses de salmonelle, par exemple. Le risque est faible, on l'élimine, dans le fond, en utilisant juste des plantes aériennes, feuillage, des plantes qui vont donner des fruits également. Voilà. OK, super complet. Il y a une question de Sandra Sergerie pour Francis. Comment améliorez-vous la qualité de votre sol pour vos plantes si on n'a pas, par exemple, de compost de poule? Qu'est-ce que tu en penses, Francis? Oui, je l'avais vu la question tout à l'heure. Je les notais pour être sûr que je ne les oublie pas. Le sol se régénère. Le sol a trouvé plein de façons de se régénérer naturellement. Je pense que c'est comme une opportunité en même temps. Les forêts, par exemple, se régénèrent en quelque sorte à travers le recyclage de leurs propres déchets. Les feuilles mortes tombent au sol, sont régénérées par la faune, les mycorhizes, entre autres, les champignons, les bactéries dans le sol. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on jardine, surtout quand on a un potager, on consomme les légumes et c'est là qu'il y a une fuite finalement d'énergie, de nutriments. Donc, il faut effectivement recycler nos nutriments pour recycler notre sol. Une des bonnes façons de garder notre sol en bonne santé, c'est de tolérer toute la faune, la microfaune, bactéries, champignons, justement, qui vit dans notre sol. Et pour la garder active, il faut la nourrir. Donc, une des façons les plus simples, c'est de composter là,
sur place. Moi, je trouve personnellement que c'est une aberration de ramasser des feuilles mortes, de les mettre dans des sacs de plastique, de payer des employés municipaux pour les ramasser avec un gros camion qui relâche des gaz nocifs, d'envoyer ça sur un site de compostage, de payer d'autres gens pour le composter, et puis au printemps, de conduire notre voiture, d'aller remplir notre coffre avec du compost, de ramener ça à la maison. Tout ça pourrait être simplifié. C'est Martin qui disait que des fois, sa blonde trouvait qu'il y avait trop de sacs de feuilles mortes. Il n'y a jamais trop de sacs de feuilles mortes. Oui, puis si je peux me permettre, Francis, comme tu disais, il y a cette notion-là de toutes les ressources mobilisées pour que quelqu'un d'autre s'occupe de nos déchets qui ne sont même pas des déchets. Mais en plus, moi, je suis allé faire un tour, par exemple, au centre de tri là, de Saint-Michel, à l'ancienne carrière Miron, puis la ville, ils font une grosse pile de feuilles, puis ils regardent partir. Ça prend 2 à 3 ans à composter. Mais quand on le met dans le sol, avec les champignons, en 3 mois, il reste qu'il y a du sol riche, il n'y a plus de feuilles. Même si on n'avait pas d'agent hyperactif, le compost ou le fumier aussi, ils vont accélérer la... On a perdu ton son, Geoffroy. Beaucoup plus efficace individuellement. Fait qu'on a tout à gagner à s'occuper un peu plus de nous-mêmes. Oui, vous allez faire la police des feuilles. Prochaine mission. On a Lucie Bisson qui a demandé, Monsieur Boisvert, pourquoi vous avez indiqué ne pas nourrir une poule avec du poulet? Est-ce que j'ai indiqué ça? Parce que moi, je leur donne les restants de poulet. Vous leur en donnez, hein? C'est ça? Oui, C'est un petit peu du cannibalisme. C'est du cannibalisme, assurément, mais c'est le regard de l'humain que l'humain porte sur le comportement de l'animal qu'il ferait de toute façon. Les poules à l'état sauvage existent encore, en Orient essentiellement. Puis quand leurs congénères meurent dans le groupe, ben, il n'y aura pas de perte. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont manger ça, dans le fond. Ils vont manger les restants de la poule. L'important, si on veut donner des restants de poulet à nos poules, c'est que les restants soient cuits, évidemment. Mais je ne connais personne qui se fait des tartares de poulet. Si vous avez l'intention de faire ça, c'est super, pas une bonne idée. À cause notamment de la présence potentielle de salmonelle qu'on va ingérer. C'est une bactérie qui va mourir une fois que ça va être cuit. Fait que, bref, il ne peut pas y avoir de transmission de maladies, à ma connaissance, de volaille cuite qu'on donnerait à nos poules. C'est, à mon avis, le principal frein, sinon le seul, c'est le regard qu'on porte là-dessus en disant « je favorise le cannibalisme ». On m'a appris que c'est pas correct de faire ça. Mais la nature, elle s'en fout complètement de notre jugement. Fait qu'on peut passer par-dessus ça pour faire ça. Puis encore une fois, c'est qu'on maximise le recyclage des matières organiques, des restants de table chez soi, en nourrissant un animal avec une diversité alimentaire qui donne des œufs plus, qui va aussi donner de la fertilité à partir de ces matières-là. Puis après ça, qu'on va pouvoir réutiliser dans ces aménagements ou autres. Donc, voilà. Merci, Martin. Il y a Isabelle Soulière qui a demandé j'ai acheté des spores de champignons l'année passée à la fête des semences. Malheureusement, je ne les ai pas plantés, entre guillemets, dans mes bio. Ils sont restés dans le frigo. Est-ce qu'ils sont encore bons, d'après toi, Geoffroy? Oui. En fait, peut-être, mis à part si c'est des pleurotroses, qui sont des champignons tropicaux et qui vont avoir peut-être un peu plus de difficultés là, à s'adapter à un frigo sur le temps très long. Règle générale, comme on disait tout à l'heure, chez Champignons Maison, l'ensemble des champignons dont on offre les semences sont des champignons rustiques. Puis comme ils vont survivre à l'hiver de force là, à l'extérieur avec des fluctuations de température, d'humidité, tout ça, au frigo, ça devrait très bien aller. Dans le pire des scénarios, ce qu'on va retrouver, c'est un mycélium qui est peut-être un petit peu fatigué, mais au frigo, on ne verra même pas son effondrement. Fait que moi, j'ai répondu à Mme Lachance en même temps sur un sujet parallèle, si vous voulez. Mais règle générale, les blocs qu'on achète dans un emballage là, tout beau, tout ça, c'est des blocs qui sont prêts à produire des champignons. C'est des blocs clés en main. Ça veut dire on les ouvre, on les humidifie, puis en 2 semaines, on a des récoltes. Puis en fait, des fois, on est encore là dans notre culture un peu là, d'occidentaux, post-sionistes, on se dit, si c'est neuf, c'est meilleur. T'sais. Mais en fait, c'est pas ça la réalité. Puis ces blocs-là, leur principal attrait, c'est qu'ils produisent rapidement. Mais en fait, si on veut les propager dans un sol, dans une bûche, dans un projet là, de myciculture plus large, on est mieux de les laisser fructifier au moins 1 ou 2 fois dans le dispositif qu'ils ont déjà, c'est-à-dire
simplement humidifier le bloc lui permet de faire des champignons parce qu'à ce moment-là, en réifiant les ressources, parce que le mycélium dégrade de plus en plus de matière, tout ça, il va dégager de plus en plus d'enzymes digestives. Son petit estomac, il va s'activer. Puis plus on le fait travailler dans un espace restreint, plus il a faim, si vous voulez. Puis à ce moment-là, quand on le transfère à l'extérieur ou dans la bûche, il va se propager plus rapidement, puis il va avoir une réponse immunitaire plus informée parce que pendant 2 semaines à 2 mois, il va avoir cohabité avec nous dans notre cuisine, avec toutes nos petites moisissures qu'on ne voit pas aller. On va y avoir donné un petit peu de nos virus de grippe, peut-être un peu de COVID. Puis tout ça, c'est des virus contre lesquels lui il apprend à se défendre, puis dont nous, on ingère les réponses immunitaires. Fait que plus longtemps on cohabite, comme avec les animaux, le plus longtemps on cohabite avec ces cultures-là, plus ils sont faites fortes, puis plus ils peuvent nous le rendre par la suite. Donc, ça devrait être encore très bon. Good. Il y a Marie-France Marcel qui dit « Bonjour Martin, nous avons une poule qui est décédée, puis on ne sait pas de quoi. Est-ce qu'on peut continuer à manger les œufs de l'autre poule? Puis est-ce qu'on peut utiliser ces déjections au jardin malgré tout? » À ma connaissance, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Là où il y a des contre-indications des temps où on ne devrait pas consommer des œufs, c'est quand on va faire un traitement contre. Donc, on donne un médicament, par exemple, à une poule pour contrer une maladie. À ce moment-là, c'est indiqué par rapport sur dans la posologie de la chose, là, ça va être indiqué, mettons, d'attendre tel délai avant de consommer les œufs pour ne pas s'intoxiquer fort probablement. Mais sinon, si une poule est morte, dans le fond, puis à côté, la poule semble en santé, il n'y a aucun problème à continuer de consommer les œufs. Merci. Il y a Lise Milmore qui demande « Francis, que veux-tu dire par rapport avec les hôtels à insectes? Est-ce bon ou pas? » Puis il y a quelqu'un d'autre qui voulait en savoir plus sur les hôtels à insectes. Peux-tu nous démystifier ça? Je vais répondre avec la réponse suivante. Je ne sais pas. Ceci étant dit, les hôtels à insectes ont bénéficié de beaucoup de publicité dans les dernières années et on est en train... Il y a même un projet avec l'insectarium là, en ce moment-là pour évaluer finalement la pertinence et évaluer si c'est nuisible finalement aux pollinisateurs indigènes. Je vous explique rapidement. Ça se pourrait que ces hôtels-là soient finalement un piège. C'est une hypothèse, là. Prenez pas ça comme étant un article scientifique, mais je pense que c'est intéressant de se questionner à savoir, est-ce que finalement c'était une bonne idée d'installer des hôtels à insectes si, par exemple, nos pollinisateurs qu'on tente de protéger s'installent dans ces hôtels-là et subissent, par exemple, de la prédation plus forte, ou sont victimes de certains pathogènes qui survivent dans les hôtels à insectes, ou si carrément les gens ne s'en occupent pas correctement. Je sais que certaines personnes, par exemple, les laissent tout l'hiver, alors que certains vont les mettre au frigo. Donc, est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on est en train d'aider la faune locale, finalement? Et je me questionne, et ça c'est très personnel, mais sur l'efficacité ou du moins la pertinence de nos mangeoires à oiseaux aussi. Pendant longtemps, c'était très populaire d'installer des mangeoires à oiseaux. Certains disent qu'il faut les garder tout l'hiver, il ne faut pas arrêter de les nourrir. Nos espèces indigènes du Québec, en termes d'oiseaux, sont habituées, ont évolué avec les conditions du Québec. Elles sont donc adaptées à survivre l'hiver sans mangeoire. Dans quelques années, on va peut-être se rendre compte que le cardinal rouge, finalement, qui est maintenant un visiteur commun à Montréal et qui bénéficie des mangeoires et survit, entre autres, à cause des mangeoires, n'était pas présent il y a quelques dizaines d'années. Peut-être qu'une étude de l'Université de Montréal va nous dire qu'il est maintenant une espèce invasive à Montréal et qu'il a délogé une autre espèce. C'est toutes des hypothèses, mais je pense que c'est important de se questionner maintenant sur ces enjeux-là. C'est ça que je voulais dire. Merci Francis. Il y a des personnes, en fait, je pense, qui font référence, Geoffroy, à la photo de tes semis. Tu avais des semis de courges, je pense, avec des champignons. Puis il y a des gens qui voulaient savoir c'est quelle variété. J'imagine que c'est quelle variété, quel champignon tu faisais pousser avec ces semis-là. Puis il y a quelqu'un qui voulait savoir si on doit autant les éclairer, ces semis-là de légumes, compte tenu qu'il y a des champignons. Ah oui, ben oui, c'est ça. Il y a 2 classiques, si vous voulez, dans la littérature où on va combiner tout ce qui est pleurote avec les cucurbitacées. Voilà, fait que sur la photo, j'avais des courges, j'avais des concombres, c'est des pleurotes qui sortaient. Vous avez une autre photo où on avait des strophères rouge vin qui vont être combinés avec je suis tout le temps mêlé, on dit des
crucifères avant, maintenant on dit brassiacées, brassicacées. Ah, c'est ça. Brassicacées. C'est tout mon vocabulaire de dinosaure qui vient comme ça, là, bloqué. Mais brassicacées, donc voilà, ça, c'est deux combinaisons assez classiques. Comme je disais, les pleurotes avec les cucurbitacées, les brassicacées avec les strophères ou avec des décomposeurs secondaires. Là, on en parle un petit peu davantage sur l'article. Voilà, l'article que j'ai mis en lien. À cette étape-là, moi, j'ai pris la photo parce que j'étais impressionné, merci beaucoup, merci, de voir les champignons sortir. Mais à cette étape-là, c'est vraiment juste pour les intégrer au sol, pour développer une relation avec la racine. Mais c'est des tout petits champignons, fait que c'est vraiment pas le moment où on va faire... dans le fond, on va prioriser les semis à ce moment-là. Donc, vous voyez, moi, je n'avais pas assez de lumière parce qu'ils étaient au bord de la fenêtre. Ils ont étiolé. Donc, moi, je recommande, dans le fond, une luminosité pour semis, quitte à ce que les champignons ne fassent pas beaucoup de fructification à ce moment-là, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment les développer dans le sol. Ouais. Donc oui, ça serait l'idée. Puis juste pour le dire, parce que je reçois certains messages là-dessus aussi, nous, on est comme un peu en refonte de nos ateliers, là, parce qu'avant le COVID, on faisait des ateliers dans nos installations à chaque mois. Puis c'est ça, il y a beaucoup de gens qui demandent un peu par où trouver. Mais sur la boutique en ligne, il y a encore les produits des ateliers, mais ils sont sans stock. Fait que vous pouvez simplement dire gardez-moi informé. Vous pouvez cliquer là, donner votre courriel, puis dans les prochaines semaines, on devrait envoyer quelque chose. C'est qu'on essaie de faire une formule hybride où, à défaut de pouvoir se voir en vrai, une inscription à l'atelier vienne avec un bloc de champignons pour apprendre à reproduire, puis une partie interactive. Tout ça fait que pour les curieux, vous pouvez nous écrire là. Ça, c'est la formule. Puis peut-être juste pour répondre à une autre question qu'il y avait en même temps, on disait si mon projet, c'est d'amener les champignons... Viens, mon amour. Si le projet, c'est d'amener les champignons au potager, à quel moment est-ce qu'on doit les mettre en culture? Les préparer, si vous voulez. Fait que, règle générale, on peut les amener au potager jusqu'au mois de juillet. C'est plus facile de les intégrer avec nos semis, donc de la mi-mai jusqu'à la fin juin. Puis on peut se donner 2 à 4 semaines d'avance pour cultiver au moins une récolte à l'intérieur. On pourrait même les mettre à l'extérieur du moment où on a plus des grands gels. Fait qu'à partir du début mai, on pourrait acheter une trousse de culture puis la laisser sur le sol. Et simplement, on va la laisser produire des champignons à partir du bloc lui-même avant de briser le mycélium puis de le propager. Merci. Merci, Geoffroy. Super efficace comme réponse. On a répondu à comme 8 questions en même temps, je pense. Il y a David Campbell qui demande, dans les races de poules, est-ce que vous privilégiez les hybrides industriels ou les races du patrimoine? En fait, il en va du choix de chacun. Puis pour répondre à cette question-là, là, je dois un peu démystifier les deux groupes, les poules hybrides versus les poules de race. Les poules hybrides, ce sont poules rouges, blanches, noires, grises qu'on achète essentiellement dans les coopératives agricoles. La poule rouge, que certaines personnes appellent aussi la poule brune, c'est probablement la plus populaire, très docile envers l'être humain, qui donne des œufs bruns. Les gens sont très habitués à voir cette poule-là. Pour toutes les poules hybrides, de prime abord, c'est des poules qui sont développées par et pour l'industrie de la production d'œufs de masse. Donc, ce sont des poules qui sont vaccinées, qui s'en vont dans des poulaillers commerciaux pour donner beaucoup d'œufs en peu de temps. Donc, c'est une prérogative, c'est un souci de rentabilité. Ils pondent en bas âge, ils ne sont pas grosses, donc on peut les entasser davantage. Donc, ils sont associés à tout un système. Dans le fond, ils sont associés au système de production d'œufs de consommation. D'accord? Moi, je préfère l'autre catégorie, les poules de race, dans lesquelles vous avez énormément de diversité de races et de caractéristiques propres à chaque race. Vous avez Chanticleer, Rhode Island Red, Wyandotte, Harpington. Il y en a vraiment plein. Dans la question, il y avait race patrimoniale. La Chanticleer, c'est notre poule patrimoniale québécoise. L'original, c'est la blanche immaculée qui a été développée pour être bonne pondeuse, mais aussi bonne pour la chair. Il y a beaucoup de races qu'on peut aussi consommer. C'est le cas chez moi. J'ai appris à faire boucherie, puis je fais ça à la maison. Puis aussi qui est très résistante au froid. Il y a 45 races de poules qui sont particulièrement résistantes au froid, que jusqu'à moins 15, moins 20 degrés, aucun problème, pas besoin de chauffer. L'important, c'est toujours d'avoir un milieu exempt d'humidité. L'humidité, c'est ce qui génère de la maladie, de l'inconfort aussi. Les poules vont avoir beaucoup plus de difficultés à se réchauffer parce que l'air est humide. L'humidité, c'est de l'eau qui génère l'humidité dans l'air, dans le fond. Donc, l'eau est difficile à chauffer. Hein? C'est une matière, dans le fond, qui a une grosse inertie thermique. Donc voilà, moi, je préfère les poules de race. À chaque année, j'essaie 2 nouvelles races pour me familiariser avec elles, apprendre à les connaître. Mais mes 2 critères de sélection, c'est
une poule à double utilité, donc relativement bonne pondeuse, puis aussi qui est bonne pour la chair, puis résistante au froid. On est beaucoup plus résilient envers, par exemple, une panne de courant. Si vous avez des poules fragiles, panne de courant, votre poulailler, vous ne pouvez plus le chauffer. Il y en a qui chauffent leur poulailler à 10-15 degrés. C'est complètement inutile. Vous êtes zéro résilient. Vos poules sont dans le fond, habituées à ce niveau de chaleur-là. Ils ne voudront pas aller à l'extérieur, alors que moi, je recommande à ce que les poules puissent aller dehors à l'année. L'important à l'extérieur, c'est qu'ils soient à l'abri des vents dominants. Puis idéalement, pas dans de la neige folle. Neige folle, les pattes des poules ne sont pas isolées. Quand ils calent dans la neige, ils n'aiment pas ça. Ils perdent beaucoup de chaleur, des engelures, donc ils vont rentrer en dedans. Donc, avec des facteurs comme ça, on favorise le bien-être animal. Puis imaginez, là, faites l'analogie poule-plante. Est-ce que vous allez choisir des plantes vivaces qui ne sont pas adaptées à votre zone de rusticité? C'est se battre contre la nature. On a beaucoup plus de chances que ça ne fonctionne pas, que les maladies rentrent. Pour moi, c'est la même réflexion avec les poules. On est beaucoup mieux de miser sur des races de poules résistantes au froid, puis vous allez avoir beaucoup plus de facilité à les garder pendant toute l'année plutôt que de voir l'animal comme un bien dont on peut disposer l'hiver puis racheter des poules neuves au printemps. Mon nom du bien-être animal, je favorise à ce qu'on garde l'animal à l'année plutôt que de le transporter, ce qui peut générer du stress, qui peut... Mettons, vous allez mener vos poules dans une ferme et qui va les accueillir, bien là, il y a une chance qu'il y ait une transmission de maladie aussi. Bref, je souhaite que les gens s'engagent envers le bien-être animal à garder les poules à l'année comme ça. Des fois, c'est pas possible, des fois, c'est possible. Si vous êtes snowbirds, par exemple, retraité, vous voulez aller en Floride, évidemment, il y a des contextes qui expliquent, c'est bien correct. Mais à la base, on essaye de voir au bien-être animal en gardant l'animal chez soi, en lui offrant les meilleures conditions possibles, dont il permet d'aller à l'extérieur l'hiver. Imaginez si vous chauffez votre poulailler à 10 degrés, il fait moins 15 dehors. Moi, mes poules, là, à chaque jour, ils vont dehors. Là, froid, pas froid, ils vont dehors. Mais s'il y a un écart de température de 25 degrés, imaginez vous et moi, là, on sort dehors, 25 degrés de clash, là, pas bien habillé, ça nous tente moins d'y aller. Fait que c'est en jouant sur des facteurs pour favoriser la sortie de l'animal. Dans le fond, à ce moment-là, on va favoriser aussi son bien-être parce qu'on veut que l'animal aille dehors, même si le sol est gelé, il ne peut pas creuser dans le sol, trouver de la bouffe, mais il va prendre du soleil, générer de la vitamine D, déployer ses ailes. Tout ça est super important. Ce qu'il n'y a pas chez les poules hybrides qui sont élevées dans des poulaillers commerciaux, ils n'ont aucun accès à la lumière du soleil. Tout l'éclairage est contrôlé pour... Dans le fond, tout est contrôlé pour maximiser la productivité. Je ne veux pas, dans le fond, bâcher les familles dont c'est leur gagne-pain. Parce qu'il y a des gros investissements, un poulailler, une coupe de 100 000 $. Puis, ton seul revenu, c'est les œufs que tu vas produire et vendre avec une faible marge de profit. Donc, tu vas devoir en produire beaucoup. Mais imaginez là, que s'il y a une maladie qui rentre dans le poulailler commercial, le troupeau est décimé. Bien, c'est malheureux. Là, le père, la mère de famille, ne va pas pouvoir mettre de pain sur la table pour ses enfants. Il faut les comprendre aussi. Mais c'est tout un système, dans le fond, qui est tout imbriqué, la vaccination, poule hybride très productive. Le financement est lié à ces grosses productions de masse-là également. On le voit dans tous les domaines agricoles, hein, puis dans d'autres domaines. Fait en étant allumé sur les autres façons de faire, en misant sur le système immunitaire de l'animal qu'on va favoriser avec sortie à l'extérieur, diversité alimentaire, espace vital, name it, ben à ce moment-là, on est beaucoup plus gagnant, à mon avis. Vous êtes toute une brigade d'éducation, là. Vous êtes bon. Il y a plein de questions. Je pense là, je regarde l'heure. Je vais peut-être faire un petit blitz. On va essayer de répondre rapidement à quelques questions, mais sinon, comme je vous avais mentionné, on va mettre dans le chat les adresses courriels de nos invités. Vous allez pouvoir les contacter avec bienveillance, évidemment. On sait qu'ils ont tous un emploi du temps chargé. Alors, juste pour le marc de café, j'ai vu qu'il y avait comme 3-4 questions. Je ne sais pas comment on peut la rentabiliser. Il y a des gens qui se demandent est-ce que ça doit être sec, est-ce que ça doit être humide ou frais, puis est-ce que ça peut servir de substrat pour tous les types de champignons, je crois. Oui, bien rapidement, là, c'est ça, le marc de café, en fait, si on le garde... Comme je disais tout à l'heure, la version la plus simple, c'est d'avoir une chaudière à côté de sa machine à café. Et à ce moment-là, le seul problème, c'est la chaleur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement déposer un marc trop chaud sur le mycélium. Idéalement, on attend qu'on puisse le toucher avec nos mains, c'est-à-dire un 35 degrés environ. Puis si on inocule à ce moment-là, si on met le café en contact avec le mycélium, ça se propage très bien. Si on veut le conserver, l'accumuler, il va falloir le congeler.
C'est la façon la plus simple. Là. Un pot, par exemple, de crème glacée, un contenant là, comme ça, 1 ou 2 litres, qu'on remplit de marc de café lentement. Ça va prendre, dépendamment de votre rythme à vous. On remplit au congélateur, puis ensuite, on dégèle, puis on introduit du mycélium. Parce que vous avez peut-être déjà remarqué, si on laisse du marc de café en latence là, sur un comptoir, ça va contaminer avec des moisissures en 4 jours peut-être. Puis une fois que c'est moisi, là, ça devient très difficile d'implanter d'autres cultures. Si vous êtes plus, si vous avez les ressources, l'intérêt, tout ça, on pourrait aussi déshydrater le marc de café, 300 degrés au four jusqu'à ce que ça soit sec, mais c'est beaucoup plus énergivore qu'un congélateur. Ça pourrait servir à tous les champignons saprophytiques dans une certaine mesure, mais nous, l'ensemble des trousses qu'on offre sont faites à au moins 50% de marc de café. Là-dessus, fait que ça fonctionne assez bien. Puis comme pour nous, idéalement, on essaie de diversifier un peu l'alimentation. Fait qu'on peut combiner marc de café avec une matière plus sèche, comme du carton, de la sciure de bois, des déchets de plantes ou des pâtes et papiers. Parfait, merci. Je ne suis pas certaine de comprendre, mais il y a Dominique Lemire qui demande question sur les volailles. Pour détruire une pelouse, les coqs à chair versus les poules pondeuses, quelle espèce est plus efficace? Je présume que les dindes sont moins destructrices. Bonne question. Ouais. Il y a sûrement des différences d'une race à l'autre, mais c'est essentiellement le rapport entre le nombre de volailles versus la superficie que vous voulez désherber, si j'ai bien compris la question. Puis également la densité de l'herbe. La poule est capable de manger, pâturin de Kentucky, du trèfle, pissenlit, plantain, essentiellement tout ce qui peut pousser, qui est non ligneux dans votre pelouse. La poule va avoir bien entendu des préférences qui peuvent être différentes d'une race à l'autre, d'un individu à l'autre. Chaque individu a sa personnalité là, qui va s'exprimer à différents égards, notamment en termes de goût. Tu sais, des fois, moi, je dis, les poules, là, ils raffolent quand que je leur donne tel aliment. Quelqu'un le laissait, puis moi, ils ont laissé ça de côté. C'est normal. Puis peut-être qu'ils peuvent s'habituer aussi à cette nouvelle source de nourriture-là. Fait qu'il y a plein de tests à faire. Mais à savoir s'il y a une différence entre coq à chair versus poule pour désherber, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences. Sauf que les coqs à chair sont, si on va dans des races comme Ross et autres, là, le poulet blanc qu'on est habitué de voir, c'est que plus on lui donne de la nourriture, plus il va se gaver. T'sais. Moi, j'aime mieux rationner mes coqs à chair parce qu'ils en viennent à un point où ils sont vraiment obèses, qu'ils peuvent avoir de la difficulté à se déplacer sur leurs pattes. T'sais, c'est l'équivalent de la poule pondeuse mitraillette hybride dont je vous ai parlé tantôt. Le coq à chair, c'est qu'il développe une génétique pour qu'il grossisse à vue d'œil. Donc, plus on lui donne accès à de la nourriture, plus il va en manger. Moi, j'aime mieux rationner sa nourriture à peu près 150 grammes par jour, mais il serait capable de manger le double là, sans problème. Là. Mais à mon avis, au détriment de sa santé, surtout si on est en plein cœur de l'été, grosse chaleur. Lui, là, il est obèse au soleil. On perd beaucoup de volailles comme ça. Là, Donc, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences, mais peut-être que le coq à chair, au fond, il va manger un peu plus d'herbe, étant donné que son appétit est très vorace. Parfait, merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Là? Est-ce que vous êtes serré dans le temps? Ça va? Est-ce qu'on a un mot de la fin après, Julie? Un tout petit mot de la fin. Là. Tout petit mot. Tout petit mot, oui. Dans le fond, je pense qu'on va conclure. Je vous remercie énormément, Francis, Martin, Geoffroy, pour votre expertise, pour votre passion de partager ça. C'est super chouette, super apprécié. Il y a même des gens qui disent que c'est leur foire aux questions préférée. Ça fait un petit bon au cœur. Je trouve que ça termine la série de foires aux questions avec brio. Chapeau, bravo. Oui, merci à vous. Je remercie tous les participants qui ont posé une foule de questions. Je vous invite aussi à remplir le formulaire d'appréciation si ce n'est pas déjà fait. Participer aux 2 tirages aussi, aux deux concours là, que Geoffroy et Martin ont lancés dans le chat également. Puis, il nous reste un seul événement pour la fête des semences. C'est ce soir, on a une conférence à 19h. C'est être semencier en milieu nordique. C'est le cas des jardins de l'Écoumène. Donc, c'est super intéressant. Je vous invite à vous joindre à nous. Puis, sinon, c'est ça. Je terminerai. On vous remercie encore une fois. Puis, vous pouvez vous aussi dire au revoir. Là, je pense qu'on est rendu à peu près 200 participants. Hein? On a dépassé le 200. Là, ça décline un peu parce qu'on approche de la fin. Mais merci à tout le monde pour votre participation, vos belles questions.
Puis tous les trois, on demeure disponibles. Vous avez nos courriels pour nous rejoindre. Puis moi, je vais remettre une dernière fois sur le chat le lien pour participer au tirage de ma formation en ligne, tout simplement. Moi, je vous ai préparé un petit mot là, pour clore, parce que ce genre d'événement-là me fait chaud au cœur. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que ça va vraiment à contre-courant de l'agriculture conventionnelle qui a été développée dans les dernières décennies. Il commence à y avoir un réel engouement là, maintenant. Là, on parle de comment favoriser la biodiversité, favoriser l'autonomie alimentaire. Avant, la recherche, l'énergie était beaucoup investie sur comment produire des fruits et légumes qui sont facilement exportables, hein, qui ont une longue conservation puis ont une belle apparence. Développer des fruits et légumes qui ont une résistance aux maladies, aux ravageurs. On a beaucoup étudié les OGM, les pesticides, les engrais, l'automatisation du travail. Puis là, c'est en train de nous péter dans la face, qu'on est en train de se rendre compte qu'on épuise nos sols, qu'on pollue nos rivières, qu'on perd de la biodiversité. Donc, ce genre d'événement-là, je pense, permet à des gens comme nous trois aujourd'hui de faire valoir des techniques, des champs d'intérêt qui peuvent nous aider à peut-être affronter ce qui nous attend. Magnifique. Bien, j'en profite pour vous dire au revoir. Merci encore, Francis. Là, je trouve que tu as été très présidentialisable depuis 2 heures. Là. Fait que ça me fait plaisir d'entendre tous tes beaux propos. Voilà, pour la fête de demain. Puis, comme je disais, moi aussi, je veux rapidement, là, mais moi, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux que ça se tienne malgré la pandémie. L'année passée, ça a été notre dernier grand rassemblement, en tout cas à l'équipe de Champignons Maison, avant que tout ferme. Puis moi, ça fait des années que je dis à tout le monde, la fête des semences, c'est ma fête préférée parce qu'on est un peu comme une gang de fous qui se rencontrent au mois de février en train de rêver à notre potager. Puis comme Francis ouvre avec ses photos de jardin, puis c'est un peu ce qui nous garde en forme, même quand le soleil s'en va, puis qu'il y a tous les gens qui n'ont pas fait le plein de vitamine D, sont en dépression saisonnière, puis tout ça. Puis sans m'éterniser, je dirais c'est un peu cette notion-là sur laquelle je voudrais faire du pouce, de dire, c'est un peu à nous d'imaginer le vaste potager là, qu'on veut voir advenir demain. Puis je pense qu'on a une masse critique de gens qui se réunissent chaque année pendant la fête des semences, mais qui travaillent ensemble tout le long de l'année. Je sais, l'année passée, ça a été une année assez particulière, mais qui n'était pas seulement une année sombre pour l'agriculture, l'horticulture, les gens qui travaillent le sol. Limite, on avait une longueur d'avance sur plein de gens qui se sont retournés en disant, s'il n'y a plus de papier de toilette puis de tomates en canne à l'épicerie, je vais devenir autonome en 3 semaines. Puis ces gens-là, je pense qu'il faut arriver à les accueillir pour les intégrer. Mais mon point, c'est de dire un peu, on est une masse critique de gens qui devraient essayer de se soutenir au possible parce que on dit souvent que le COVID, c'est la première des grosses crises de notre siècle. Fait qu'aussi bien se préparer tout de suite. Puis dernier mot, moi, je ne suis pas commanditaire, mais il y a beaucoup de notions qui m'ont rappelé les gens de Régénération Canada. Puis je vous invite à aller faire un petit tour par là aussi si jamais ça vous intéresse parce que moi, j'ai l'impression que ça devient un peu pas militant au sens politique, mais que si on veut s'occuper de la terre sur laquelle on vit, il y a plusieurs notions qu'on doit rapidement prendre en considération. Comme disait Francis, il y a des aspects de la recherche, des activités citoyennes, mais il y a un super bel argumentaire, même en termes de combattre le réchauffement climatique, qui passe par l'agriculture puis la compréhension du sol sur lequel on vit. Voilà, ça me fait bien plaisir d'avoir du temps en votre compagnie, puis j'espère qu'on se revoit bientôt là, en plein air, à visage découvert. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup. Au revoir.